C'est bon pour la captation? Ok. Donc moi je suis Jean-Paul Smets de Nexedi et RapidSpace et fonds de dotation du libre. Et donc aujourd'hui je viens parler d'Euclidia. Euclidia n'est pas une association mais une alliance d'industriels avec des associations en support. Donc l'une d'entre elles s'appelle le fonds de dotation du libre et on verra qu'on en a d'autres. On s'est dit que c'était plus simple d'utiliser ce qui existait déjà plutôt que de créer une couche de bureaucratie supplémentaire. Donc, la présentation, je l'ai appelée autonomie stratégique plutôt que souveraineté, parce qu'en fait, cette présentation, on pourrait la faire dans n'importe quelle zone géographique, pas uniquement en Europe. On pourrait la faire en Asie, en Afrique. L'idée n'est pas du tout de dire que si c'est pas européen, c'est pas bon, mais c'est plutôt d'essayer de montrer qu'il existe toutes les technologies en Europe pour créer du cloud souverain et qu'aujourd'hui, ces technologies font l'objet d'un dénigrement répété d'un certain nombre d'acteurs. Dénigrement qui va jusqu'à dire qu'elles n'existent pas, que même dans 5 ans, elles n'existeront pas et qu'il n'y a pas d'autre voie que de faire des alliances avec des fournisseurs de technologies américains. Donc, slide suivant. Si vous voulez aller voir cette présentation, vous scannez le QR code qui est là. Donc, je vais le laisser quelques secondes. Voilà, ça c'est. Voilà, si vous voulez la présentation, vous scannez ça, vous l'ouvrez plus tard, vous l'aurez. Donc, mon objectif dans cette présentation, ça va être d'expliquer tranquillement ce qu'est Euclidia, de lister un certain nombre de technologies européennes de cloud et ensuite d'expliquer comment on fabrique un cloud. Et on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à poser des questions, ce qui vous chante, c'est fait pour ça. Alors, slide suivant. Donc 1, qu'est-ce qu'est Euclidia? 2, qu'est-ce qu'il y a comme technologie européenne de cloud? Puisqu'on entend peut-être Euclidia se plaindre que l'on dénigre les technologies européennes de cloud, mais c'est quoi ces technologies européennes de cloud? Puis après, on entend Euclidia dire qu'il n'y a aucun problème pour faire un cloud en quelques semaines, voire quelques mois, avec des technologies européennes, mais prouvez-le. Donc on va le prouver. Slide suivant. Donc, Euclidia, ça veut dire European Alliance of Cloud Industrial. Et donc, on a ce mot Cloud Industrial qu'il va falloir un peu expliquer. Et je vais... alors, attendez un petit peu. En fait, Euclidia est inspiré par une association franco-allemande qui s'appelle EANGTI, European Association of New Generation Telecom Infrastructure Providers, qui est une association qui a réussi à contrer le lobbying américain qui cherche à imposer un standard de la 5G qui s'appelle Open RAN, qui est un standard de la 5G qui oblige à remplacer tous les équipements existants de 4G par des matériels différents. Donc c'est un standard de 5G extrêmement polluant. Le principal sponsor de ce standard en France est Orange. Et le principal concurrent de ce standard est français. Il s'appelle Simple RAN. Le leader derrière, c'est la société française Amarisoft, qui est le leader mondial de la 5G virtualisée. C'est eux qui ont la meilleure technologie, c'est eux qui ont la technologie la plus déployée dans des réseaux commerciaux. Mais on a en fait Orange qui soutient la technologie américaine à mort, qui refuse d'utiliser la technologie française depuis des années. Cette technologie française est moins polluante, plus avancée. Et quand les États-Unis font du lobbying au G7 pour pousser Open RAN, c'est ce qui est passé, eh bien, EANGTI, en rassemblant des tas de PME en Europe et en allant expliquer aux divers gouvernements qui reçoivent des émissaires à tous les niveaux, les ministres reçoivent des émissaires, les hauts fonctionnaires, les directeurs de l'innovation d'Orange ou d'entreprises de pôles de compétitivité reçoivent des émissaires, EANGTI a réussi
à préserver une certaine neutralité en Europe en empêchant le sommet du G7 qui a eu lieu au Royaume-Uni d'aborder le thème d'Open RAN. Et donc, INGTI, c'est la preuve que des petites entreprises européennes avec de la technologie face à une action massive de lobbying, en gros d'entreprises américaines cachées derrière une fondation, arrivent à maintenir un équilibre. Alors les pays qui ont soutenu, on va dire, la technologie européenne, c'était France, Italie et Commission européenne. Les pays qui ont soutenu le lobbying américain sur Open RAN, c'était Allemagne, Royaume-Uni, par exemple. Et donc on s'est dit, on va faire une alliance d'industriels dans le cloud, parce que c'est un peu la même histoire. Vous avez des très grosses entreprises dont les dirigeants sont souvent d'anciens hauts fonctionnaires ou qui ont fait des grands corps d'État, qui, au lieu de bâtir une industrie comme au XIXe siècle, indépendante, ont l'air de préférer l'un faire une alliance avec Microsoft, l'autre faire une alliance avec Google. Et on voit un peu la même démarche. Si je vous donne un exemple, vous prenez le rapport de l'INRIA sur la 5G qui est paru en juillet, dont un des auteurs est un membre du collège de l'ARCEP, Serge Abitboul, qui sait parfaitement que le leader mondial de la 5G est Amarisoft. Le rapport de l'INRIA qui sert de base pour l'état de l'art sur un certain nombre de décisions sur la 5G en France ne mentionne nulle part la société Amarisoft, française, leader mondial. Donc, on se disait qu'il y avait une spécificité dans le cloud pour subir un tel dénigrement. On s'est rendu compte que c'est dans d'autres domaines et qu'on a simplement un problème de bonne organisation de la représentation des technologies européennes qui sont plutôt dans des PME face à des actions de lobbying qui peuvent être extrêmement puissantes. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais Open RAN au sommet du G7, ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas autre chose. Mais en fait, c'est très important parce que pousser Open RAN, c'est mettre en place partout des puces Intel au cœur des systèmes de radio numériques. Et donc, c'est mettre en place dans les infrastructures ce qui permet de faire de la surveillance. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet très important pour certains gouvernements. Donc, on a dit, on va copier EAN-GTI. Alors, slide suivant. Donc, là, vous avez, donc je vous ai apporté cet objet, parce que cet objet représente en fait ce que c'est le cloud moderne et ce que sont les télécoms modernes. C'est un serveur de edge computing et c'est en même temps une station de base 4G et 5G. 4G ou 5G, c'est la même énergie, la même consommation, c'est tout pareil, c'est juste un réglage. La différence entre 4G et 5G, c'est du même niveau qu'entre IPv4 et IPv6. En gros, c'est comment on coupe les slots temporels et comment on répartit l'upload et le download. C'est plus flexible en 5G, on peut connecter plus de terminaux avec la même énergie dépensée. Donc c'est plutôt bon pour réduire le CO2, la 5G, à usage égal. Donc ce boîtier est fabriqué en France, le logiciel est français ou allemand, et on y trouve des technologies de cloud et des technologies de télécom. Si vous êtes dans le monde des télécoms, la personne qui fabrique ce boîtier s'appelle un équipementier de télécom. Ericsson, Nokia sont des équipementiers de télécom, tandis que Orange est un opérateur de télécom. Dans le cloud, vous avez des fournisseurs de cloud, par exemple Hetzner en Allemagne, Scaleway en France, et vous avez des industriels du cloud. C'est les gens qui fournissent les composants techniques aux fournisseurs de cloud. Donc, par exemple, Nextcloud est un industriel du cloud, mais n'est pas un fournisseur de cloud. Et donc, l'évolution, si on s'intéresse au marché du cloud, l'autonomie stratégique, c'est être capable d'aller acheter les composants chez divers industriels du cloud pour monter soi-même son propre cloud. Et
l'autre chose qui est en train d'arriver dans le monde du cloud, c'est que télécom et cloud sont en train de devenir la même activité. Le boîtier que vous avez devant vous, c'est difficile de dire si c'est de la technologie de télécom ou de la technologie de cloud, parce qu'en fait, c'est les deux dans un même boîtier. Donc on va regarder quelques exemples. Slide suivant. Donc, est-ce qu'on peut être à la fois un fournisseur de technologie de cloud, un industriel du cloud, et un fournisseur de services de cloud? Oui, ça existe. Premier exemple, Clever Cloud. Clever Cloud, c'est un fournisseur de cloud français qui est à Rennes, non, à Nantes, pardon, qui crée des très beaux logiciels, par exemple de gestion d'identité ou de proxy. Donc l'un s'appelle Biscuit, qui est une très belle interface utilisateur, et vous pouvez télécharger ces logiciels pour votre propre infrastructure ou utiliser son service. Tous les logiciels de Clever Cloud ne sont pas publics ou libres, c'est juste une partie, mais il est bien industriel du cloud puisqu'il fait des logiciels servant à d'autres infrastructures de cloud, et les fournisseurs de cloud puisqu'en fait il fournit un service de cloud qui est par ailleurs très agréable à utiliser. Donc si on vous dit qu'il n'y a pas des trucs bien intégrés, du même niveau de convivialité qu'aux États-Unis, bah, allez regarder Clever Cloud. Pour la petite histoire, le site web du parti politique créé par Édouard Philippe récemment affiche fièrement qu'il a été fait avec Clever Cloud. On aimerait bien que tous les candidats à la présidentielle affichent aussi fièrement que, alors Édouard Philippe qui est pas candidat, le fait qu'ils utilisent un fournisseur français avec des technologies européennes. OVH a racheté OpenIO. OpenIO est un composant de stockage réparti. Donc OVH, en raison d'OpenIO, est un industriel du cloud. Mais c'est surtout un fournisseur de cloud dont l'offre Secnum Cloud, par exemple, est fondée sur VMware, qui n'est pas une technologie européenne. Alors, RapidSpace, donc c'est un fournisseur de cloud dont je suis le dirigeant. En tant qu'industriel, fabrique le boîtier qu'il y a devant vous, mais en tant que fournisseur de cloud, utilise une technologie de cloud qui s'appelle SlapOS, qui n'est pas faite par RapidSpace, mais par Nexedi. Scaleway a produit du matériel et du logiciel pour faire du stockage S3 glacier, ça s'appelle C14. C'est une technologie très intéressante. Et il est également fournisseur de cloud. Il utilise C14, mais également Kubernetes, qui est un logiciel dont la quasi-totalité du code source vient de Google. Donc on peut, alors Scaleway est dans Euclidia, on peut être dans Euclidia, fournir des services sur la base de technologies américaines, Kubernetes, mais également être industriel du cloud, c'est-à-dire développer des technologies localement comme C14. Et donc dans les télécoms, on voit la même chose. Par exemple, Free conçoit et fait produire ses Freebox. Il joue un rôle d'industriel et il est également opérateur de télécom. Donc ce qui compte pour être dans Euclidia, c'est d'être dans la case en bleu. Mais ça n'exclut pas d'être dans les autres cases. Slide suivant. Alors, est-ce qu'on peut être un industriel à la fois des télécoms et du cloud? Oui, le meilleur exemple est Huawei. Huawei vend des équipements de cloud et vend des équipements de télécom. Et vend du logiciel de cloud et du logiciel de télécom. Et ça, c'est lié au fait que cloud et télécom sont en train de devenir la même industrie. J'aurais pu mettre Microsoft avec Azure. Microsoft a racheté Metaswitch, entreprise anglaise de cœur de réseau virtualisé 5G, qui est en train d'être déployée sur le cloud Azure. Donc, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que INGTI, l'Association européenne des industriels des télécoms innovantes, accueille des industriels du cloud, et l'Alliance européenne des industriels du cloud Euclidia accueille des industriels des télécoms. Les deux domaines sont en train de devenir plus qu'un. Slide suivant. Est-ce qu'on peut être tout en même temps? Oui, il y a un exemple dans le monde qui s'appelle Rakuten au Japon.
Rakuten est l'un des rares opérateurs de télécom mobile, a produit un service de 5G virtualisé cloudifié lui-même en intégrant des composants essentiellement Intel, Altiostar américains. Et donc aujourd'hui, en fait, vend à des opérateurs de télécom européens ou à des fournisseurs de cloud européens des solutions industrielles de cloud et de télécom qu'il opère par ailleurs déjà au Japon. En fait, Rakuten, avec ce qui s'appelle Symfony, est un peu la version la plus avancée de ce qu'on peut imaginer dans l'industrie du cloud et des télécoms convergés. Qui connaissait Rakuten Mobile? Ok. Alors, suivant. Donc, Euclidia, on a aujourd'hui une trentaine de membres. Ça grossit lentement parce qu'on met du temps à répondre aux nouvelles demandes et parce que pour être membre d'Euclidia, il y a un certain nombre de critères. Vous verrez par exemple dans l'ensemble des membres qu'on a des gens qui sont à la fois industriels et fournisseurs de cloud, Clever Cloud, Scaleware, RapidSpace, XWiki également a une offre de software as a service, Jamespot, et on a des gens qui sont purs industriels, Beremis, Amarisoft, NGVoice, Xenix. Slide suivant. Donc pour être membre, il faut créer des technologies originales. Si vous téléchargez un logiciel libre, que vous mettez votre nom dessus et que vous dites « je suis intégrateur de telle solution de cloud », ce n'est pas pour Euclidia. Si vous réimplémentez, je donne un exemple, il y a des Allemands qui ont réimplémenté en Rust une partie de Kubernetes sous une forme qui le rend indépendant de Google. Vous pouvez être dans Euclidia. Deuxième chose, il faut être basé en Europe. Donc, alors Europe, ça ne veut pas dire pour nous seulement Union européenne, c'est Europe en général. On pourra avoir des membres qui viennent du Royaume-Uni. On accepte potentiellement des membres qui viennent de Russie. En fait, il y a toute une série de logiciels libres en Russie, par exemple chez Mail.ru ou Yandex, qui sont très intéressants, par exemple dans le domaine des bases de données réparties. Et il faut que l'actionnariat soit basé en Europe. Donc vous pouvez être américain qui habite en France et posséder une société française, ça c'est bon pour Euclidia, mais français qui habite aux États-Unis et qui possède une société basée en France, c'est pas bon. Donc le critère n'est pas la nationalité mais la résidence. Tous ces critères sont copiés de IANGTI, l'association des innovateurs des télécoms. Derrière IANGTI, c'est David Bachmann, un ancien de McKinsey qui avait pour principaux clients la défense allemande et qui, en voyant en fait que les marchés de défense allemands étaient tellement accaparés par des fournisseurs américains, s'est dit qu'il fallait faire plus de coopération franco-allemande. Puis après, il a étendu ça dans le domaine des télécoms. Donc on a vraiment repris un exemple qui a fonctionné, notamment quand on a vu la capacité de INGTI à modifier le sommet du G7 sur Open RAN. Suivant. Alors, nous avons également des membres partenaires. Ce sont les associations ou fondations, le Conseil national du logiciel libre, le INGTI nous sert de représentation à Bruxelles, le Fonds de dotation du libre sert à collecter de la déduction fiscale en France ou des commandes publiques pour des rapports, et OW2 apporte également un certain nombre de services. Et donc le nombre de membres partenaires est également en train d'augmenter. Et c'est l'idée de s'appuyer sur les associations qui existent déjà, qui ont déjà des comptabilités, des commissaires aux comptes et fait de la bureaucratie, plutôt que de commencer par ça. Slide suivant. Alors, on ne va pas rester longtemps là-dessus. On a un processus d'accueil des nouveaux membres très formel, avec étape 1, veto. Les membres de Euclidia qui n'aiment pas quelqu'un ou qui sont disputés avec quelqu'un
ont la possibilité de dire non, j'ai pas envie d'essayer à nouveau. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de volonté en termes de membres à accueillir tout le monde. On a plutôt la volonté de rester petit sans se disputer. Et ensuite, on vérifie les critères. Si vous êtes créateur de technologie originale et basé en Europe, full membership. Si vous utilisez des technologies européennes mais vous ne les créez pas, associated membership. Donc un fournisseur de cloud qui ne crée pas ces technologies mais s'appuie sur des technologies européennes peut être membre associé à Euclidia. Pareil, c'est comme dans l'association INGTI. Slide suivant. Et donc on nous demande et GaiaX. Ah, alors, GaiaX est à l'origine une initiative allemande visant à, comment on va dire, à utiliser Amazon, Google ou Azure pour stocker des données sans risquer de perdre le contrôle sur les données. Vous pouvez trouver ça dans un des premiers articles dans les Échos, GaiaX, l'initiative de cloud souverain allemand qui s'appuie principalement sur Microsoft. C'est né comme ça, c'est pas complètement idiot, quand je le dis comme ça a l'air un peu absurde, mais il y a l'idée en Allemagne que quand vous avez des fabricants de machines-outils, le fabricant A et le fabricant B, et des usines, l'usine X et les usines Y, ce qu'aimerait bien l'usine X qui a des machines-outils A et B, c'est pouvoir récupérer les données de la machine A et de la machine B pour améliorer sa qualité de production. Et ce que voudrait le fabricant A, c'est que jamais son concurrent B n'ait accès aux données de la machine A. Parce qu'ils sont très jaloux et les logs de fonctionnement des machines, pour eux, il ne faut surtout pas que les concurrents les voient parce que M. B risquerait d'améliorer sa machine à partir d'informations venant de A. Et donc l'Allemagne a eu un projet qui s'appelle IDSA, International Data Space Association, qui définit un certain nombre de normes pour que les fabricants de machines-outils A et B, les usines X et Y puissent partager les données entre eux pour améliorer ce qu'ils veulent par des techniques physiques ou d'intelligence artificielle, mais selon des règles qui rassurent tout le monde et évitent de stresser l'usine Y qui pourrait considérer que X risque de profiter de son expérience de production. Donc en fait, GaiaX, à l'origine, on pourrait appeler ça une espèce de projet de data hub réparti universel pour toute la donnée industrielle en Allemagne. Et il n'y avait pas de volonté au départ de faire ça sur la technologie de cloud européenne. Il y avait la volonté d'arriver à le faire sur les infrastructures existantes. Ensuite, le projet a évolué, est devenu un projet franco-allemand. Ensuite, la communication a évolué avec le mot de cloud souverain. Et dans GaiaX, on va trouver deux grands tracks. L'un sur toujours on appelle ça ces data space, ces espèces d'environnement de partage de données, qui est en fait une idée plutôt géniale et où les industriels de l'électricité, les industriels de l'agriculture essayent de s'organiser pour partager les données entre eux avec des bonnes règles. L'idée qu'ils ont derrière, c'est que un industriel chinois en Chine a toutes les données de toute la Chine, mais en Europe, souvent, un industriel belge a des données de la Belgique, et c'est un peu moins de données qu'en Chine, donc il se dit qu'il ne va pas être au niveau en termes de compétitivité par rapport aux Chinois. Mais si on arrivait à partager ces données d'exploitation de machines au niveau européen, on aurait une quantité de données équivalente à celle dont on peut disposer en Chine, donc on pourrait comme ça protéger la compétitivité des industries européennes. Donc cette partie-là de GaiaX continue d'exister, intéresse les industriels et vit sa vie sur la base d'un standard technique qui vient du Fraunhofer, qui est un standard européen. À côté de ça, on trouve dans GaiaX des choses autour du cloud souverain avec une espèce de ressucé d'une vieille idée qui date d'il y a 10 ans, qui est de se dire qu'on va pouvoir spécifier un ensemble de services hébergés sur des clouds avec un document à peu près compréhensible par un être humain
et que ce même document va permettre de déployer les mêmes services avec le même résultat sur plusieurs clouds sans aucun effort. C'est ce que visait le projet Compatible One il y a 10 ans. Ça ne pourra jamais marcher. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est à nouveau dans les tuyaux. Et on a enfin dans Gaia X, du côté du cloud, quelque chose qui est assez intéressant, qui est une tentative de faciliter la compréhension des contrats qu'on signe avec les fournisseurs de cloud et de ce que fournissent vraiment les fournisseurs de cloud. Par exemple, vous hébergez des données voilà, chez Microsoft France. Quel est le risque que la NSA puisse y avoir accès? Et comment en fait le voir simplement? Parce que s'il faut étudier le contrat, puis étudier la partie de la loi américaine qui est plus importante que le contrat que vous avez signé, ben, vous n'arriverez pas en fait à comprendre ce que vous signez vraiment et ce qu'on vous garantit vraiment. Et donc, il y a cette idée des labels dans Gaia X que chacun va mettre à jour pour essayer de faciliter la navigation entre toutes les offres de fournisseurs de cloud. Donc, ce qu'on voit, c'est que Gaia X, c'est plutôt le board, c'est plutôt des directeurs de grands groupes, d'intégrateurs ou de grandes boîtes du CAC 40 ou du DAX 30. C'est plutôt des utilisateurs de cloud et un peu des fournisseurs de cloud. Ce n'est pas des industriels du cloud. Et on voit beaucoup de choses qui sont liées à de la compliance et pas tellement à du développement industriel de technologies de cloud. Euclidia, ce sont les PDG des entreprises qui sont directement membres. Donc il y a un groupe qui sert à discuter. Et on ne peut pas être dans Euclidia si ce n'est pas le PDG lui-même qui participe. Ce qui fait qu'il y a une implication très forte. Il y a peu d'enjeux, il y a moins d'enjeux de pouvoir, par exemple, pour grimper dans la société. C'est le PDG directement. Donc chez Scaleway, c'est Yann Léchelle directement. Les membres, ce sont des entreprises européennes. Dans Gaia X, il y a des entreprises américaines, chinoises, d'autres pays. Et l'objectif de Clydia, c'est d'accélérer l'adoption de technologies européennes de cloud. Donc c'est un objectif qui n'a aucun rapport avec Gaia X. Et donc, s'il n'y avait pas, disons, s'il n'y avait pas Gaia X et qu'il y avait Euclidia, il faudrait créer Gaia X. Et Gaia X a été créé, il n'y avait pas Euclidia. Comme Gaia X ne s'occupe pas du tout d'industrie européenne du cloud, il a fallu créer Euclidia. Slide suivant. Alors, ça c'est le nouveau QR code. Qu'est-ce qu'il existe comme technologie européenne de cloud? Donc la réponse, c'est tout. Donc vous pouvez scanner, vous aurez la liste en cours de fabrication. Et vous voulez scanner ou pas ou... De toute façon, vous avez la présentation, donc vous l'avez également. Donc maintenant, je vous montre les 100 premiers qu'on a trouvés. Slide suivant. Et voilà. Chacune de ces sociétés européennes fabrique un composant de technologie du cloud. Allez les voir une par une. Qui connaît Figma? Il y a des gens qui font de la création de sites web. Donc ça, c'est australien. Et donc en Europe, on a Sketch, qui est néerlandais, ou on a par exemple Pen & Pot, qui est espagnol, qui sont des très beaux outils de création du X sous forme de services de cloud. Tiens, Bunny Shell, vous avez une idée? C'est quelque chose qui vous permet d'automatiser la gestion de WordPress, de PrestaShop, de choses comme ça. Donc ça permet, à partir par exemple d'un serveur pas cher, loué chez qui vous voulez, Outscale, qui me suffit, Etzner, de vous retrouver avec un environnement qui ressemble à un PaaS. Donc ça transforme une machine physique en un PaaS. C'est une société roumaine. Et comme ça, vous allez trouver l'un après l'autre à peu près tout. Donc,
voulez en savoir plus, allez les regarder un par un. Et maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Slide suivant. Ah oui, ça y est, bon. Allez, la page de... J'avais mis à la fin, je crois. Non, allez, page de publicité. Attendez une seconde. Voilà. Donc, bon, allez, publicité. Alors, ça, c'est pourquoi cette publicité? Rapid Space, c'est 3 personnes, 1 an et demi. Uniquement des technologies européennes de cloud et le plus possible de matériel européen. Donc, voici ce qu'on fait en 1 an et demi. Allons-y. C'est bon. Alors, il manquait quel mot-clé ou quel buzzword? Je pense qu'ils y sont tous. Il y a TSN temps réel, 5G, multi-cloud, PUE. Je pense qu'il y a même des choses que vous ne trouverez pas chez Azure ou AWS. Et donc, c'est 1 an et demi, 3 personnes. Et donc, maintenant, comment on peut fabriquer quelque chose comme ça? Slide suivant. Alors, le premier, bien sûr, il faut de l'infrastructure. C'est ce qu'il y a de plus facile. Et en fait, le cloud, ce n'est pas un problème d'infrastructure. On va voir ça un peu après. Il est quelle heure? Je vérifie. Ok, c'est bon. Donc, l'infrastructure, vous avez 2 façons de faire. Slide suivant. Première méthode, vous la louez chez des gens qui savent déjà faire ça. OVH, Scaleway, Etzner, il y en a d'autres en Europe. J'ai oublié le nom de quelqu'un, je crois, en Norvège, qui fait des trucs très très bons et pas chers. Et vous commencez comme ça. La deuxième façon de faire, c'est d'aller acheter du matériel dans les mêmes usines que celles qui font le matériel pour Facebook ou Twitter, d'aller dans les mêmes data centers que ceux qu'utilisent AWS, Azure ou Google, parce qu'AWS, Azure et Google sont hostés en fait pas en propre, mais chez l'un ou chez l'autre. Donc vous seriez surpris de savoir qui hoste qui. Et acheter du transit. Donc, par exemple, pour le housing, Eurofiber, néerlandais, Green Data, français, Hydro66, suédois, Scaleway fait du hosting. Et si vous voulez faire comme la ville de Bâle, vous achetez un système d'immersion chez Submer, c'est une espèce de grosse machine à laver avec de l'huile. Vous trempez les serveurs dedans, vous mettez ça en bas d'un building, vous utilisez la chaleur résiduelle pour chauffer le building,
le leader mondial est européen, c'est une boîte de Barcelone qui s'appelle Submer. C'est une façon très bon marché de faire des data centers assez écologiques. Et pour le transit, vous avez Telia ou Open Transit. Alors, louer aux gens qui font déjà, c'est le mieux pour commencer. Ça coûte 2 à 3 fois plus cher que de faire soi-même. Donc quand on fait soi-même l'infrastructure, voilà, en gros vous divisez par 2 les prix OVH ou Scaleway, qui sont déjà extrêmement bas par rapport à d'autres pays. Si vous comparez au Japon, Chine ou aux États-Unis, ils sont déjà probablement 4 fois moins chers. Mais en dessous de 300 000 euros de capital ou de capacité d'investissement, ce n'est pas une bonne idée de faire soi-même. Donc voilà le critère. Donc maintenant que l'infrastructure est réglée, on va passer aux choses sérieuses. Alors il faut d'abord arrêter de penser avec les termes habituels. IaaS, PaaS, SaaS, etc. Ce sont des termes qui empêchent de réfléchir à ce que c'est qu'un cloud. C'est des termes en fait, qui servent à ranger des choses dans des cases ou dans des rayons comme dans un supermarché, mais ils empêchent de comprendre la technique. Et un cloud, en fait, sont 3 choses. OM, ça veut dire Operation Management, gestion de l'exploitation. DevOps, c'est l'automatisation de la configuration des services qui tournent dans les infrastructures. Et le 3e sont les services eux-mêmes avec un code source. Et donc, la plupart des développeurs pensent que ce qui est très important quand on fait un cloud, c'est de développer le code des services, par exemple le code d'une application de gestion de la relation client ou le code d'une base de données, se disent qu'automatiser leur fonctionnement, c'est un petit peu d'effort, et pour la partie gestion qui va récupérer les clients, faire les factures, etc., que ça, c'est rien du tout. Et en fait, cette vision de beaucoup de développeurs est fausse. Le plus cher, c'est le Operation Management. C'est un truc colossal. Les gens des télécoms le savent bien, puisqu'en fait, dans les télécoms, vous avez une entreprise israélienne qui s'appelle Amdocs, qui est un des leaders mondiaux de la facturation de télécoms. Et Amdocs a récemment racheté une entreprise dans l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, il y a une continuité de la facturation jusqu'à l'automatisation de la configuration des réseaux 5G. Et un cloud, en fait, a un logiciel un peu comme ce que fait Amdocs. En télécom, on appelle ça un OSS-BSS, Operation Support System, Business Support System. Les gens ne savent pas qu'il y a besoin de ça dans le cloud. Moi, je l'appelle Operation Management, mais vous pouvez l'appeler OSS-BSS. C'est l'ERP du cloud. Et c'est le logiciel que les gens qui sont plutôt des développeurs d'applications, ils n'ont pas compris que ça existait. Le DevOps, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais tout le monde dit que c'est facile. En réalité, c'est très difficile parce que les gens qui font du DevOps réfléchissent bien à la partie build, comment rebuilder le service, à la partie configurer pour lancer et run, le lancer une première fois, mais ils oublient tout le reste. Et tout le reste, une fois qu'on a buildé le service et qu'il faut vraiment le faire tourner avec des scripts qui remplacent les êtres humains qui avant étaient dans les directions d'exploitation des grands comptes, c'est très compliqué. Et donc, Cloud, c'est Operation Management, DevOps, Code. Slide suivant. Alors ça vous montre l'importance de l'Operation Management. L'Operation Management, c'est ce qui part de la demande du client, qui s'enregistre, qui a besoin d'un support, qui sait où sont les ressources, où sont les serveurs aux 4 coins du monde, ce qu'on va pouvoir mettre dessus, comment on va pouvoir les configurer, comment on va pouvoir connecter un service sur une machine à un service sur une autre, l'orchestration, comment on pourra vérifier que les services sont bien en train de fournir le service qu'a demandé le client. L'idée de la qualité, c'est fournir le produit ou le service conforme à la demande du client. Il faut bien le mesurer si on veut fournir de la qualité. Comment survivre à un désastre et réinstancier et relancer l'ensemble des services à l'autre bout du monde quand un data center a brûlé, comptabiliser les ressources parce qu'il va falloir faire partager l'espace occupé avec une personne et une deuxième, éventuellement prévoir qu'il n'y en aura plus et refacturer cet espace, gérer le paiement, la comptabilité. Ça, c'est Operation Management. C'est monstrueux et c'est ignoré. Beaucoup de gens sont encore persuadés que ce n'est pas si important que ça. Après, vous avez le code source. Donc le code source, par exemple, d'une base de données. Ça, tout le monde comprend. Et le script de DevOps, c'est ce qui va en fait
gérer le service de base de données et le faire évoluer comme on a besoin. Et donc, tous les clouds ont ces trois grands aspects. Si vous faites par exemple un cloud sur la base de Nextcloud pour fournir des environnements de partage de fichiers ou de bureautique, le source code c'est Nextcloud. La partie DevOps, c'est tout ce qui a été développé pour que il ne tombe pas en panne, que la base de données de l'utilisateur soit purgée, des choses comme ça. Et le Operation Management, c'est tout ce qui va en fait récupérer la liste des gens qui veulent utiliser le cloud, savoir s'il faut commander des nouveaux serveurs et étendre l'infrastructure. Alors, on va faire un exemple. Slide suivant. Non, c'est pas bon. C'est bizarre. Je suis désolé, j'ai revérifié ce matin. Alors, vous regardez, s'il vous plaît, que la première colonne. Supposons qu'on veuille faire un service de base de données as a service, un peu comme Amazon RDS ou le service de MariaDB. Vous avez besoin comme code du code d'une base de données, MariaDB. Vous avez besoin d'un DevOps, c'est-à-dire un logiciel qui va automatiser la configuration d'une dizaine de MariaDB sur plein de serveurs. La société française Signal 18 fabrique ça, s'appelle Repman. Et vous avez besoin d'un Operation Management pour en fait faire tout le reste. SlapOS, c'est un Operation Management de Nexedi. Donc c'est une des entreprises que je dirige. Donc maintenant, on va voir comment ça se fait sur les clouds américains. Donc slide suivant. Les clouds américains qui fournissent des bases de données as a service utilisent également MariaDB, société européenne. Mais ont développé en interne des scripts de DevOps secrets et ont développé en interne un Operation Management secret. Et donc, la technologie du service dans les clouds américains est européenne très souvent, mais ce qui sert à en assurer le bon fonctionnement 24/7 et qui sert à gérer l'ensemble du processus de vente et de cycle de vie du service est un code, la plupart du temps, secret. Donc, quand vous faites du financement de la recherche et développement en Europe pour développer des nouveaux codes, vous ne résolvez pas le problème de la souveraineté du cloud. La souveraineté du cloud, c'est en fait les scripts de DevOps qui servent à automatiser des codes qui existent déjà et le système d'Operation Management. Alors, que fait par exemple le gouvernement français? Dans quelle direction va-t-il? On va voir ça à la slide suivante. Il demande à telle ou telle entreprise française d'acheter un Operation Management chez Google ou ailleurs. Le produit de Google, qui est un OM, s'appelle Anthos. C'est un logiciel propriétaire. Et sans ce logiciel, vous pouvez trouver un Operation Management chez Google, il s'appelle Anthos. Vous avez des boîtes européennes qui en vendent également, on verra la liste plus tard. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, pour utiliser la base de données MariaDB européenne sous une forme cloudifiée, ce qu'on va acheter, c'est un Operation Management américain, Anthos, et puis on demande un peu d'aide pour développer les scripts de DevOps qui, la plupart du temps, sont secrets. Et je peux vous dire, les gens ont beaucoup de mal à développer des bons scripts de DevOps. C'est quelque chose qui n'est pas enseigné, qui est mal compris, un petit peu comme les idées de tests unitaires ou de tests d'intégration il y a 20 ou 30 ans. Alors, un autre exemple, suivant. Ah, pardon. Maintenant, on va voir comment on fait pour monter son propre cloud avec l'Operation Management et le DevOps avec des technologies européennes. Première technique, vous allez voir l'un des membres d'Euclidia qui est également fournisseur de cloud. Dans Euclidia, vous ne pouvez pas être membre. Par exemple, Scaleway est membre parce qu'ils sont prêts à fournir sous licence l'intégralité de leur technologie de cloud à tout gouvernement le demandant. Donc vous êtes opérateur de cloud,
Vous l'êtes dans Euclidia, il y a une des caches à cosser, c'est être d'accord pour fournir votre technologie à un gouvernement. Jamespot, même chose. Netframe, même chose. Donc vous allez voir un des membres fournisseurs de cloud d'Euclidia, par ailleurs industriel, qui a sa technologie propre. Si vous êtes un gouvernement, vous lui demandez la technologie sous licence et il vous fera un clone de son cloud qui existe déjà. Cette option, c'est que pour les gouvernements. Peut-être que Clever Cloud le fera également pour des grandes sociétés privées, mais comme en fait on est sur du code propriétaire et secret qui existe, mais qui n'est pas du code common off the shelf, c'est plutôt pour des clients en nombre restreint. Deuxième solution, vous allez acheter des produits off the shelf, standard, d'operation management. Donc on a vu SlapOS en est un, mais vous avez par exemple OnApp, qui est une société britannique qui a un operation management complet. Vous avez également WHMCS, qui est un tout petit truc, mais qui permet de monter son propre cloud très facilement et qui n'est pas cher, également britannique. Et vous avez des produits OM partiels, comme par exemple OpenSVC, Proxmox ou Vates Xen Orchestra. Partiels, par exemple, ils n'ont pas forcément le billing ou la relation client. Première étape. Deuxième étape, vous allez devoir acheter du DevOps. Par exemple, eCorporation, qui fait les téléphones dégooglisés, utilise Nextcloud pour ses services de cloud, mais a développé tout un ensemble de scripts pour en faire un vrai service de cloud. Ces scripts de eCorporation sont publics et libres. C'est les scripts de DevOps. Pareil chez Nexedi, on les publie, et chez Signal 18. Donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le partage de scripts de DevOps déjà bien faits, mais il y en a un peu, et en Europe. Et enfin, pour le code, là, vous avez pléthore d'offres, c'est aucun problème. Et donc voilà, en fait, ce que montre Euclidia, c'est qu'il existe tout en Europe, que ce soit l'operation management, ou le DevOps, ou le code, pour monter son propre cloud, que l'on soit en fait une petite entreprise ou un gouvernement. Merci. Ok, bonjour. Moi, j'avais une petite question. Vous disiez que du coup, vous étendiez aussi à la Russie. Alors, c'est vrai que je ne connais pas trop. Par contre, je me demandais si ça pouvait poser des problèmes éthiques compte tenu, par exemple, de la nature du gouvernement russe autoritaire qui peut utiliser aussi ces technologies pour faire peut-être de la surveillance d'opposants, des choses comme ça. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez quand vous éventuellement... Vous avez des gouvernements qui veulent acheter des technologies ou il part pareil avec la Chine, par exemple. Enfin, bon, c'est pas dans Euclidia, mais je veux dire plus globalement. Et par ailleurs, en quoi justement ces pays participent à l'open source? Par exemple, est-ce que le gouvernement russe ou chinois ont une politique open source et derrière, quels sont un peu les intérêts parce que j'avais lu par exemple qu'en Chine il y a bien de l'open source, mais en fait c'est pas vraiment des communautés. Enfin, c'est plus c'est assez chinois, quoi. On va dire ça reste assez chinois et c'est pas forcément, il n'y a pas forcément des réseaux mondiaux pour le développement autour. Donc je sais pas si vous pouviez développer un peu autour de ces contextes. Si c'est possible. Hein. Je vais répondre je sais que simplement. C'est un peu hors sujet, mais... Le seul gouvernement qui m'a demandé de surveiller quelqu'un, c'est le gouvernement français. Donc il n'y a pas de différence réelle entre les gouvernements. Après, en termes de technologie, si on a le code source, on peut l'auditer et voir ce qu'il fait. Et ensuite, on peut faire des architectures de cloud qui ont ou pas du zero knowledge. En réalité, aujourd'hui, si on veut garantir le contrôle sur une infra de cloud, il faut surtout que l'orchestrateur central n'ait pas les mots de passe. Alors, c'est le cas de celui que j'ai développé, mais j'en connais pas d'autres. Et parce que si les mots de passe sont dans l'orchestrateur central, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas bien décentraliser, ça veut dire que le pays qui possède l'orchestrateur central a l'accès en réalité à toute l'information d'authentification entre services. Donc, première technique, pas de système zero knowledge pour l'orchestration. C'est faisable, on l'a fait. Et donc ça va se généraliser. Ensuite, il faut séparer les filiales. Donc sans lien de capital, pour qu'il n'y ait pas de subordination possible entre la filiale d'un pays et d'un autre,
Et alors, ça veut dire que chaque filiale va recevoir des demandes de son gouvernement pour surveiller des gens. Et à la fin, pour le client, en fait, si on peut savoir quelle entreprise possède quelle machine et que l'orchestrateur central ne partage pas les mots de passe, on a alors un cloud qui permet au client de choisir par qui il se fait surveiller.